à bord d'un... Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition spéciale Qatar 2022 sur Equinox Télévision. Je m'appelle Serge-Alain Autou, je suis à Douala. Bienvenue donc à cette édition. Nous sommes partis pour un autre grand format pour Equinox Télévision qui est habitué à vous faire vivre les grands événements. Qatar 2022, c'est du 20 novembre 2020 bien sûr au 18 novembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar, jour de la finale également. Et pendant cette période, ce sont 64 matchs qui vont se disputer dans cette petite nation du Golfe arabo-persique qu'on appelle le Qatar. Le Qatar, c'est 2 444 174 habitants sur une superficie de 11 892 km², un peu moins que la région de l'Ouest. Le Qatar, c'est moins que la région de l'Ouest. Pendant 30 jours, le monde entier se donne rendez-vous dans ce petit pays qui a été désigné pour organiser cette 22e édition de la Coupe du Monde. C'était le 2 décembre 2010. Voilà, 12 ans, on va le dire comme ça, pour organiser une Coupe du Monde. 8 stades, 64 rencontres. Ces pays-là, ils étaient 210 au départ, mais au finish, nous avons 32. Qatar 2022, c'est sur Equinox Télévision pendant plus de mois. Madame, monsieur, vous allez voir ces visages que je m'en vais vous présenter sur le plateau. Hermine Mailly à ma gauche. Bonsoir, c'est Jalin Auto. Bonsoir à tous et à toutes. Et rendez-vous prêt. Nous y sommes, vous l'avez dit, 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une fois de plus, Equinox est au rendez-vous pour ce grand format. Et pendant plus de 30 jours, justement, nous vibrerons au rythme du Qatar et au rythme des Lions indomptables du Cameroun. Très jolie coiffure, hein, Hermine Mailly. Merci. C'est le Qatar, comme on aime bien. Vous êtes déjà en tenue, un peu comme... ouais, ça vous épousez déjà la tenue du coin. Je l'ai dit, on vibrera pendant plus de 30 jours au rythme justement du Qatar avec cette 22e édition de la Coupe du Monde. Voilà, Clément Zeko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes là, et le rendez-vous également. Hein? Le rendez-vous est pris, il avait été noté depuis et nous avons honoré, nous osons croire que nous serons à la hauteur pour donner une bonne lecture de la situation du sport, du foot pendant ce mois au Qatar. Nous avons répondu au rendez-vous, nous y sommes et nous disons bonsoir à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Voilà, vous êtes toujours là il est toujours là avec son petit bloc-notes. Hein. C'est l'homme des chiffres. Hein. Bonsoir Serge Pensy. Bonsoir Serge Alain, bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue une fois de plus. Hein. Merci de m'avoir convié à cette table. Voilà. Il est là, immanquablement. Hein. Je sais que lui c'est Charles Mongamiele. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Et je pense qu'on aura, pour les vrais amoureux du foot, de belles affiches pendant cette Coupe du Monde et qu'on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Vraiment, le foot comme on aime le voir. On espère que on va le relater fidèlement et en donnant nos points de vue comme d'habitude. Voilà, on va encore remettre ça, on va remettre la couche. Voilà, on va remettre ça. Equinox Télévision, Qatar 2022, c'était il y a 2 jours, aéroport international de Douala. Regardez. En route pour Doha. Un rendez-vous, l'événement est celui du grand jour. Ils sont 15 professionnels, journalistes et techniciens pour l'aventure qui commence ici, aux portes de l'immeuble siège. 6 à Douala premier, nous sommes au carrefour Bonakwamouan. En route pour le Qatar, l'escale de l'aéroport de Douala, une obligation. Le temps de remplir les formalités, une première Coupe du Monde au bout du suspense. L'émotion est grande et les ambitions fortes. Je réalise véritablement que c'est une grande responsabilité que de représenter une chaîne comme Equinox Télévision à pareille compétition. C'est quand même la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a eu à se déployer déjà dans les Coupes d'Afrique de Nations, mais la Coupe du Monde, c'est une échelle beaucoup plus au-dessus. Pour rendre compte au-delà de l'image pendant cette Coupe du Monde au Qatar, une dizaine triés sur le volet. C'est une première expérience, vous l'avez dit. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Vous savez que
Equinox Télévision, au-delà de l'image, on rend toujours compte. Et il y a eu plusieurs autres événements à travers lesquels Equinox s'est distingué. Je pense que la Coupe du Monde de football est un événement de plus pour Equinox Télévision de servir ses téléspectateurs comme la chaîne a toujours su le faire. La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. 32 équipes s'affronteront à travers 64 matchs. Le défi est à la dimension du projet Equinox Télévision. Pour cette aventure, le système projeté est dit offensif. Oui, ce sera essentiellement, on va faire dans l'offensive. Nous allons attaquer. Nous devions normalement être à Abu Dhabi depuis le 8. Mais malheureusement, du fait de certaines contingences, nous ne pouvons que rallier ce pays du Golfe arabo-persique aujourd'hui. Mais les consignes restent les mêmes. Attaquer, toujours attaquer. La toute-puissance de la télévision révélée. Elle est l'une des principales accréditées pour cette Coupe du Monde au Qatar. Ce qui lui confère par excellence sa place d'organe d'information lorsqu'il s'agit des grands événements sportifs internationaux et nationaux. Mais il faut dire que nous n'en sommes pas à notre première expérience et que notre télévision est habituée à ce type de défi. Vous avez vu en 2014 au Brésil, la campagne au Brésil. Nous repartons aujourd'hui avec une quinzaine de journalistes et de techniciens confondus pour donner le meilleur d'Equinox Télévision. Pour ceux qui aiment, ceux qui connaissent la télévision, ils savent ce qu'Equinox est capable de faire. Nous allons donc continuer pour nos équipes au Qatar et également ceux restés au pays, fournir un programme de qualité tous les soirs pour faire vivre les 64 rencontres prévues pour cette 22e édition de la Coupe du Monde de football. Et pour rendre compte au-delà de l'image, un important déploiement, dont le premier contingent parti de l'aéroport de Douala pour donner le ton de ce que sera la Coupe du Monde de Qatar 2022 sur Equinox Télévision. Et bien derrière nous, la première vague qui est partie du carrefour Bonacqua où est situé l'immeuble siège d'Equinox Télévision après la grande cérémonie de revoir. Ils sont en tout 15 professionnels de ce média international accrédités pour couvrir cette Coupe du Monde qui se vivra au Qatar pour son édition de 2022. Equinox Télévision accrédité pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar entend multiplier les rendez-vous d'information et faire vivre ainsi toute cette prestigieuse compétition qui durera un mois. Voilà, retour donc sur ce plateau spécial consacré à la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec nos équipes déjà en place au Qatar, mais déjà sur ce plateau, ça vous fait plaisir comme ça aussi de commenter, de participer d'une façon ou d'une autre à cette Coupe du Monde. D'abord, Clément Zeko. Véritablement, nous sommes heureux d'être associés à cette fête et de reprendre la parole de temps en temps pour pouvoir mettre notre commentaire sur une situation ou une autre. Véritablement, nous sommes enchantés et nous donnerons le meilleur de nous pour pouvoir être à la hauteur et donner satisfaction à ceux qui ont bien voulu nous associer à cette grande fête du foot. Voilà. Serge Pessi, une Coupe du Monde, elle ne se vit pas seulement sur place, c'est-à-dire le pays où elle est organisée, mais vous, en tant que si les gens s'asseyent le soir pour regarder Serge Pessi, c'est une satisfaction. Satisfaction pour les gens ou pour moi-même? Pour vous, pour vous. Non, pour moi, oui, je veux bien voir ce que la Coupe du Monde du Qatar va réserver sur le plan technique. Parce que sur le plan technique, sur le plan physiologique même, parce qu'une Coupe du Monde qu'on prépare pendant qu'on a une Coupe du Monde qui se joue dans une saison. Oui, on va y arriver, ça la est première spécial. fois. Et ça, je suis curieux de voir, moi-même. Moi-même, c'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas, j'attends de voir. Vous avez encore des appréhensions par rapport à Qatar 2022 sur la physiologie, si les joueurs seront prêts, si on pourra avoir le beau spectacle. Parce que déjà, avant la Coupe du Monde, vous voyez le nombre de blessés qui se s'enchaînent là, surtout du côté de l'équipe de France. Donc il faut faire. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Emine Maï, cette Coupe du Monde pour vous, c'est une satisfaction quelque part? C'est toujours une satisfaction que de vivre une compétition grandeur nature de ce genre, surtout quand on est dans un groupe comme celui-ci. Les Coupes du Monde, généralement, on les vivait de manière externe. On a vu nos représentants, nos valeureux représentants gladiateurs qui sont partis du côté du Qatar, du côté de Doha pour nous représenter et faire leur job.
nous étions de la délégation et justement de ceux-là qui leur ont souhaité bon vent pour cette autre aventure. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs même, je pense qu'à ce moment, on a comme l'impression, lorsqu'on est passionné de foot, que tout s'arrête, que le monde ne vit et ne vibre qu'un seul unisson, celui justement de cette compétition phare. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a de grands rendez-vous, mais qui sont noyés et plongés comme ça parce que justement l'atmosphère de cette Coupe du Monde, les actualités tout autour ne permettent pas aux uns aux autres de se souvenir que, par exemple, on a une équipe de handball qui a eu haut la main justement son ticket qualificatif. D'ailleurs même, je crois que alors qu'elle a dit... C'était prévu à 18h. Voilà, justement, elles doivent être comme ça en train de fouler le parquet de ce gymnase du côté du Sénégal pour pouvoir arracher le ticket qualificatif pour la finale face justement au Congo-Brazza, une autre mastodonte du handball féminin continental. Et il y a également cette qualification de nos filles du rugby à 15. Vous voyez, pour la CAN qui se jouera en 2023 au Cameroun, toutes ces différentes actualités, sans parlant du Cameroun précisément, des renouvellements des organes au sein des différentes fédérations avec justement le moule de tractation qui aujourd'hui sévit dans ces différentes fédérations. Vous comprenez qu'elles sont toutes ces actualités noyées aujourd'hui dans l'ambiance du Qatar parce que justement c'est un rendez-vous grandeur nature et tout le monde, tous les yeux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 210 nations au départ, aujourd'hui elles ne sont que 32, c'est dire que c'est la crème des crèmes aujourd'hui du côté de Qatar en ce qui concerne la représentativité des différents continents et même du football mondial dont on a hâte, Serge Pensy le disait tantôt, de voir surtout ce que ce format New Look nous produira en termes de physiologie, compétitivité, ce qu'il va se dégager. Et je crois qu'il y aura énormément de surprises. D'ailleurs, même les surprises, elles ont commencé à tomber de part et d'autre et on suivra cela avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Enfin, Charles Mondé-Millemé, commenter comme ça, participer à un plateau comme celui-ci, une Coupe du Monde, et surtout, le cas particulier, comme relevait Serge Pensy tout à l'heure, le Qatar, c'est vraiment particulier. Une coupe qui se joue en automne. On est parti de l'été pour l'automne. C'est particulier quand même. Oui, vous savez, c'est toujours un privilège d'être en posture de parler à des millions d'individus, d'essayer de leur faire aimer la compétition qu'ils sont en train de regarder, d'initier ou de prolonger les débats dans les chaumières. C'est un privilège que un véritable amoureux de foot ne saurait bouder. Et comme j'en suis un, je ne le boude jamais, donc je suis sur le plateau et je pense que oui, c'est assez spécial. C'est spécial le moment déjà, et puis le pays qui abrite ça avec une autre culture, une autre façon de voir les choses dans le monde. Et c'est important que ce soit là-bas parce que justement, il ne faut pas que l'Occident donne l'impression que les bonnes choses et bien organisées ne peuvent se passer que là-bas. Ouais. Le Qatar relève le défi, l'Afrique du Sud l'a relevé. On a opté pour une Coupe du Monde tournante, mais qu'on la fasse tourner. Et je crois que nous allons voir. Moi, je n'ai pas beaucoup d'appréhension quant à la qualité. Non, pas physiologiquement, je dis quant à la qualité. Parce que quand vous regardez le personnel qui est là en termes de joueurs, en termes d'équipe, et vous regardez le niveau atteint aujourd'hui par le football. L'Italie n'est pas là, la Suède n'est pas là. Oui, mais il y a beaucoup d'autres équipes qui vous savez, les équipes comme la Serbie qui est dans notre poule, c'est des équipes, il faut les voir jouer, ça va très très vite. On va parler avant le match. Et tout ça. Vous avez dit des choses sur la Serbie. Avant ce match-là, vous allez répéter ça. Vous allez nous parler de la Serbie. Donc c'est des moments de plaisir, pour tout dire, que nous allons essayer de partager. Voilà, on va repartir tout de suite du côté de la régie pour voir arriver nos plénipotentiaires du côté de Doha. Equinox Télévision à Doha. À bord d'un vol d'une compagnie prestigieuse, les envoyés spéciaux d'Equinox Radio-Télévision sont arrivés aux premières heures du mercredi 16 novembre à Hamad International Airport de Doha. Nous découvrons que cette infrastructure ultra-moderne est plongée dans une ambiance morose à 4 jours du coup d'envoi de la plus grande fête de football. Malgré la suppression des mesures barrières contre le coronavirus, la sortie de l'aéroport ne va pas comme sur des roulettes. Les visiteurs doivent s'armer de patience face aux mesures de sécurité renforcées.
Des épreuves qui ne refroidissent en rien la passion de ses supporters argentins et brésiliens. Maradona, Messi. Et nous démarquons au même moment que ces supporters brésiliens. How are you, brother? Where are you guys from? Ok, Cameroun. Cameroon, all right, we're brothers. Comme ses fans de football, Equinox Radio-Télévision a déjà pris ses quartiers à Doha via le gigantesque centre d'accréditation de la FIFA situé au cœur de la ville de Doha. L'affluence n'est pas au rendez-vous. Des hommes et femmes de médias ne se bousculent pas aussi au centre d'accréditation du comité local d'organisation situé à Ingé-de-Pierre. Sur les quelques 1000 journalistes accrédités, seuls 200 ont jusqu'alors retiré leur passe, suivant un processus rigoureux. Cet espace a été mis sur pied pour aider les journalistes qui doivent s'accréditer pour bien travailler pendant la compétition. Les restrictions autour du déploiement de la presse durant cette Coupe du Monde a déjà fait une victime. Le journaliste danois Rasmus Tantol, râpé en plein centre-ville par la police pendant qu'il bouclait un reportage. Dans tous les cas, durant 4 semaines environ, la première chaîne de télévision camerounaise présente à Doha mènera une attaque à outrance au cœur de la grand-messe du football pour combler ses auditeurs et téléspectateurs. Voilà, merci à Nana Paul Sabin ainsi que toute notre grosse délégation qui se trouve actuellement à Doha. Voilà, on va commencer. Vous savez, la Coupe du Monde, je l'ai dit, c'est depuis le 2 décembre 2010 que le Qatar sait qu'il va organiser cette 22e édition de la Coupe du Monde. Charles Mongemuyeme, lorsque vous suivez les médias occidentaux, il y a toujours ce problème qui revient, 2 problèmes. Il y a le soupçon de corruption et les conditions de travail. Entre 2011 et 2020, on parle de près de 6750 travailleurs qui sont décédés. Oui, vous savez, il n'y a pas que... Est-ce qu'on peut se passer de ce cliché? Qu'est-ce que l'Occident recherche à mettre toujours en avant ce côté-là par rapport à cette Coupe du Monde? Bon, écoutez, si on ramène les choses à notre pays, cette question, il faut la relativiser pour qu'elle ne devienne pas un piège, parce que vous savez que nous aussi, nous sommes souvent indexés en matière de droits de l'homme et consorts, et lorsque les gouvernants se défendent, on estime qu'ils ne doivent pas se défendre sur ces questions-là. Non, je crois que il y a eu plus que des soupçons en termes de corruption. Il y a eu le Qatar. Il y a eu carrément le Qatargate. Oui. C'est comme ça que ça a été. Des têtes sont tombées. Des têtes sont tombées. Parmi lesquelles le très grand footballeur français, 3 fois meilleur buteur en Italie, oui. Ballon d'or européen et tout ça, tout ce que vous voulez. Et ces têtes-là sont tombées. Mais il faut dire que ce n'est pas le Qatargate qui le fait tomber. Hein. Oui, c'est vrai que lui, c'est pas tout à fait Qatar. Oui. Mais disons qu'il y a eu un Qatargate, c'est-à-dire que toute une histoire autour de l'attribution de la Coupe du Monde. Beaucoup de pots de vin. Beaucoup de pots de vin auraient circulé. On a fourni des dossiers, vous savez comment ils savent les compiler. Et le Qatar a résisté, la Coupe du Monde a été maintenue au Qatar quand même. Et maintenant, il y a cette question des ouvriers. C'est une question sérieuse. Je crois que sans confirmer les chiffres, il faut quand même dire que le gigantisme aujourd'hui entraîne aussi des risques très très élevés pour ceux... Vous voulez en quelque sorte dire que c'était, entre guillemets, le prix à payer? Pas tout à fait le prix à payer, mais c'était le risque. Oui. Le risque est permanent. Quand vous voulez faire des choses de très très grande envergure, le risque est très 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 élevé et il faut mettre toutes les mesures pour qu'ils ne surviennent pas effectivement. Le problème se pose surtout parce que, d'après les Occidentaux, c'est une main-d'œuvre mal payée d'étrangers qui est utilisée comme des sortes d'esclaves qu'on jette comme ça en se disant oui, allez travailler, même si vous mourrez, c'est pas bien grave. C'est dans ce sens, il me semble, que le problème est posé.
Mais les enquêtes approfondies des autres continents, je crois que les autres États devraient également enquêter là-dessus. Le monde est ouvert aujourd'hui. Il n'y a pas que l'Europe qui devrait s'émouvoir des questions de droits de l'homme. Je crois que l'Afrique, l'Asie, tout le monde doit s'en émouvoir. Et le moment venu, je crois que les rapports seront faits et les responsabilités établies. Okay. Voilà, Serge Pensy, justement, on parle beaucoup de maltraitance de ces ouvriers venus du Sri Lanka, en tout cas du sous-continent indien, comme on l'appelle, mais aussi de l'Afrique. Je vous pose la même question. Pourquoi on a tendance à mettre cet élément là avant? On veut faire échouer ce grand rendez-vous. Et on sait que du côté de la France, certains magistrats municipaux ont carrément interdit les fan zones. Oui, mais est-ce qu'on pose la question quand les Africains traversent la Méditerranée pour aller en Italie, en Europe? Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils n'ont pas de papiers? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les sans-papiers? Est-ce qu'on se pose la question si les droits de l'homme sont respectés? Dans quelles conditions ils travaillent? Dans quelles conditions ils vivent? Non, moi je connais le Qatar parce que j'y ai été plusieurs fois. Je connais les Émirats Arabes Unis, j'ai été plusieurs fois. C'est un des pays qui font des choses gigantesques, qui n'ont pas de main-d'œuvre et qui recherchent la main-d'œuvre. C'est l'offre et la demande. Donc ils posent des conditions. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé. Donc, même il y a la main-d'œuvre qui vient du Cameroun aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Sri Lanka et tout ça. Ils prennent la main-d'œuvre de tout le monde entier. Ils prennent la main-d'œuvre en Europe. Il faut que les Européens ne racontent n'importe quoi. Ils prennent la main-d'œuvre partout dans le monde entier. Donc, c'est la demande, c'est le marché. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit insister là-dessus, les conditions de travail et ceci. Je ne pense pas. Moi, j'ai été à Doha, j'ai été à Abu Dhabi, Dubaï et tout ça. Mais les conditions c'est quoi? Les conditions ne sont pas mauvaises. Il ne faut pas qu'on nous dise que les conditions sont tellement mauvaises. Les gens ne dorment pas mal. Vous ne pouvez pas dormir mal à Dubaï. Non, mais on a vu des reportages. Non, vous ne pouvez pas dormir mal là-bas. Comment ça? Oui, parce que, je vous dis d'abord... Vous n'êtes pas parti comme travailleur. Non, mais je vous dis d'abord des conditions. D'abord, tous les logements sont climatisés à Dubaï. Je vous dis, tous les logements, c'est le minimum. La climatisation? Oui, c'est climatisé. Et eux, ils n'aiment pas des à peu près. C'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment des choses bien faites. Même si vous payez pas le prix, le bon salaire, mais ils vous mettent dans des bonnes conditions. Donc, les gens qui viennent de l'Inde, du Pakistan et tout, ils viennent travailler pour 6 mois et puis ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux et ils ont des poches pleines. Est-ce qu'on sait combien de gens sont décédés quand on prépare la Coupe du Monde en Allemagne, dans les chantiers? Les gens décèdent dans les chantiers. On sait combien de gens sont décédés quand on prépare la Coupe du Monde en France. On sait combien de gens sont décédés quand on prépare actuellement pour les Jeux Olympiques en France. Est-ce qu'on sait? Paris 2020. Alors donc, arrêtons. Le problème, vous avez entendu, dernièrement, il y a eu le problème de porte-à-porte à Dubaï. Mais vous savez combien de porte-à-porte existent en Europe depuis des dizaines d'années. Donc, arrêtons de... Vous savez, quand l'Afrique va prendre conscience de sa richesse et de tout, elle va faire des grandes choses. Et il y aura aussi un acharnement comme ça contre les Africains. On dit qu'en Afrique, il y a ceci, il y a cela. Vous avez vu ce qu'on a fait avec la Libye, on a dit qu'il y a un dictateur là-bas, on a détruit tout ce qu'on est en train de construire. Donc, ça... Et là-bas, c'était les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme toujours. C'était là les droits de l'homme. Non, il faut dire que les Européens, les Occidentaux sont un peu, entre guillemets, chiants dans cet aspect-là. Et le monde est en train de glisser entre leurs mains, quoi qu'on dise. Et dans cette probabilité de perdre l'hégémonie sur un certain nombre de choses, ils essaient de prendre le devant pour, par subterfuge, mettre les gens au dépourvu. Non, il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font, les autres peuvent aussi faire peut-être mieux. On n'a qu'à voir la qualité des infrastructures, on n'a qu'à voir la domestication de l'environnement pour pouvoir permettre que ça se joue. Ouais. Disons qu'il fait extrêmement chaud, et de climatiser un espace comme un stade, c'est véritable. Oui, c'est, sur le plan de la technologie, c'est quelque chose d'inédit. Oui. Ensuite, maintenant, il y a de l'humanité dans le travail parce que de penser que dans cet environnement,
extrêmement chaud. Le travail sera difficile. Et de climatiser cet environnement, ça veut dire que l'homme est au devant de la discipline et que l'environnement, on ne peut pas carrément mettre la nature sous éteignoir. Mais on peut, à la limite de notre technologie, essayer de dompter cette nature pour pouvoir faire l'activité. Donc que les Européens nous lâchent les baskets sur cet aspect-là, qu'ils comprennent que ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils font, d'autres peuvent le faire. Non, Charles a dit qu'ils ne comprennent pas que d'autres puissent faire mieux. Oui, mais Serge Alain, je voudrais, avant que Hermine ne prenne la parole. On va pas laisser Hermine, c'est la seule femme sur le plateau. Non, pas du tout. C'est le piège que je craignais. Oui. C'est-à-dire que nous sommes là, dans la posture du gouvernement, chaque fois que les organisations internationales disent qu'il y a des problèmes de droits de l'homme au Cameroun. Oui. L'argumentation de ceux qui viennent défendre le gouvernement, c'est que oui, même chez vous, il y a souvent si, même chez vous. Non, je crois que ne prenons pas cette posture qui ne me semble pas juste en pareille circonstance. Ce qu'il faut faire, c'est de ne plus laisser un seul son de cloche. Voilà. C'est-à-dire que s'ils font des affirmations, aujourd'hui, les Africains sont par milliers de journalistes. Les Asiatiques sont par dizaines de milliers de journalistes. Mais quand qu'ils mènent des enquêtes, et s'il s'avère qu'il y a eu, comment je peux dire ça, des négligences sur le plan de l'encadrement du personnel, parce que les chantiers sont ce qu'ils sont, et l'équipement est ce qu'il est. Il y a une question culturelle. Parfois, il y a des gens à qui vous remettez l'équipement qui ne le mettent pas. Parfois, il va en hauteur. Vous lui dites, mets un harnais pour que tu ne flottes pas, que tu ne sois pas nager. Il dit, oh, j'ai l'expérience. Si le type de chantier n'est pas rigoureux, justement parce qu'il se dit, bon, tant pis pour toi si tu ne fais pas, ben, c'est une négligence qui peut entraîner le décès de cet individu. Et en ce moment-là, il y a quand même un problème parce que c'est le directeur du chantier qui doit veiller à la sécurité de façon tout à fait stricte. Si quelqu'un est négligent, il faut le frapper tout de suite. Donc je crois qu'il faut faire des enquêtes, il me semble. Hein. Moi, je ne balais pas du revers de la main. Qui construisent ces stades là-bas. Ce sont eux qui sont maîtres de chantier, ce sont eux qui font tout. C'est pour ça qu'il faut faire des enquêtes et les prendre au mot. Oui, mais s'ils sont négligents, ce sont eux-mêmes qui font les chantiers, qui dirigent tout. Merci, donc, s'ils sont négligents. Mais c'est à nous de le dire. Ok, merci. C'est ça que je dis. Sur cette polémique, est-ce que le Qatar, ça va impacter véritablement sur la qualité de cette 22e édition de la Coupe du Monde? Impacter sur la qualité, je dirais non. Parce qu'avec tous ces commentaires, tous les jours, on maltraite... Non, parce que, voyez-vous, c'est en avril 2021 qu'Amnesty a sorti, autant pour moi, ce rapport justement sur ces différentes conditions de vie là-bas. C'est un rapport d'ailleurs même de 62 pages. Nous sommes rendus aujourd'hui à pratiquement un an plus tard. Qu'est-ce qui a été fait? Justement au vu des déclarations avec les faits prouvés et avérés dans ce différent rapport. Moi, je l'ai dit et je pense que généralement, les occasions comme celle-là, je vous ai dit aujourd'hui, toutes les passions, tous les yeux et tout converge vers le Qatar. C'est-à-dire que tout est cristallisé de ce côté. Et c'est pour cela qu'on se dit à un moment donné qu'il faille saisir justement l'occasion pour poser un problème qui se veut tout aussi urgent et pressant comme celui justement de la condition des droits de l'homme. Là, les différentes conditions dans lesquelles les uns et les autres évoluent là-bas, notamment ceux qui sortent des différents pays et continents pour aller travailler au Qatar. On se dit, l'heure et le lieu est de poser le problème de justement ces conditions de vie de ces ouvriers qui, eux, ils travaillent là-bas au quotidien. Et certainement que parce que aujourd'hui, le Qatar est au centre de tous les débats, ça permettra aux uns et aux autres de remettre ce problème sur la table et de poser véritablement les jalons ou alors des esquisses de solutions pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait encadrer et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Moi, je pense que c'est seulement dans cette optique, parce que quand vous avez parlé de ces femmes zones interdites, par exemple, par certaines municipalités, c'est un son de cloche. C'est ça même en période d'hiver, voilà. Pratiquement. Au-delà de l'hiver, c'est un signal fort. Ça a un sens, là? Non, au-delà de l'hiver. Vous savez, généralement... C'est pas encore l'hiver, mais... Oui, c'est pas encore. Chez nous, aujourd'hui au Cameroun, quand vous apportez un peu les rues de la cité capitale, par exemple, ici à Douala où nous sommes, vous ne faites plus aujourd'hui près de 3-4 km sans voir
un espace où on vous dit si ce sera un fan zone, si ce sera un village de la Coupe du Monde. C'est dire que, justement, ça cristallise. Et lorsque l'on verra, mais il y a une Coupe du Monde, on n'a pas fait de fan zone, qu'est-ce qui se passe? On dit non. Parce qu'on revendique un certain nombre de choses. Là, ça attire l'attention des gens, des uns et des autres. Ça permet de reposer, de repenser le problème de manière plus profonde. Et c'est à ce niveau que je rejoins Charles. C'est vrai, on ne le dira jamais assez, certainement que les Occidentaux en font un peu trop. Ils se disent que, bon, voilà, peut-être nous, on ne savait pas que le Qatar aura l'opportunité et surtout la capacité de pouvoir aussi bien faire les choses, parce qu'on l'a évoqué certainement, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on abordera le problème des infrastructures. Voilà, il faut être jaloux, ça rend un peu jaloux et on se dit wow, c'est le Qatar. En 2010, on ne savait pas que l'Afrique du Sud pourrait relever le challenge de fort belle manière. Aujourd'hui, on a ce petit pays, en parenthèse, disons-le comme ça, tout à l'heure, vous avez donné la superficie, c'est-à-dire à pratiquement la région de l'Ouest. Non, ils sont à 11 000, la région de l'Ouest à 13 000. Voilà, en dessous de la région de l'Ouest. C'est pourquoi je dis pratiquement, c'est donc en dessous, et vous dites que quand vous imaginez... Avec 8 stades. Exactement. Oui. Et des 8 stades, un seul qui existait seulement à l'époque où on l'attribuait, l'organisation en 2010, justement, le stade Khalifa est le seul stade qui existait à l'époque de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Vous comprenez qu'il y a eu d'énormes chantiers de ce côté. On a beaucoup travaillé fortement. Ça suscite de l'envie, de l'admiration. Et on se dit, bon, le lieu est certainement au-delà des choses grandioses que le Qatar peut présenter aujourd'hui, de poser aussi un problème qui est tout aussi sérieux que celui des droits de l'homme et des conditions de travail de toutes ces différentes personnes qui, justement, convergent de ce côté-là. Moi, je pense que c'est simplement comme ça, profiter de ce moment, profiter de cette grande fête du football mondial pour dire oui, on doit festoyer, mais n'oublions pas qu'il y a autre chose qu'il y a autre chose qui passe avant le football, l'homme, la vie. C'est quelque chose qui vaut au-delà d'une rencontre de football, au-delà d'une Coupe du Monde, et c'est pour cela qu'il faut certainement aujourd'hui se dire on va vivre, on va vibrer, on va festoyer, mais il faut poser sur la table les conditions. Le Qatar aujourd'hui capable de faire des grandes choses. Elle est également, cette nation, parlons d'elle, capable de revoir ce problème des conditions de travail, des droits de l'homme de ce côté-là. Voilà, est-ce qu'on peut dire, certains parlent d'une Coupe du Monde de la démesure, de Banzeko. Sur le plan des infrastructures, ouais. Oui, déjà, je relevais de la climatisation des stades. Ouais. Et quand on entre dans les logements et autres, les moyens de transport et autres, on comprend que le petit Pousset d'hier a pris de l'importance à travers l'importance que lui-même il a accordée à l'événement qu'il doit tenir en donnant et en construisant les infrastructures à cette dimension-là. Oui, de la démesure, même sur le plan du jeu lui-même, puisque il faudra jouer contre la nature pour pouvoir produire les performances. Le premier obstacle? Oui, c'est la nature, ouais. Mais qui, à mon sens, est déjà un peu domestiqué. Parce que quand on joue en Afrique où il fait aussi chaud, on n'a pas climatisé, mais on s'adapte à cela, et physiologiquement, il y a aussi des petits impacts. Donc, quand on parle de la démesure... Mais les matchs, c'est à 13h, local, hein? Non, 11h. Non, ça ne pose pas de problème, parce que là, maintenant, c'est l'hiver, ça va être l'hiver là-bas, les températures ne sont pas très élevées. Oui, non, elles ne sont pas élevées. Oui, bon, on peut parler de la démesure. Moi, je vois la démesure simplement par rapport à l'organisateur, par rapport à ce qu'on pensait que cet organisateur était, et par rapport aujourd'hui à ce que cet organisateur a produit comme ensemble d'infrastructures pour accueillir son événement. Je peux parler de la démesure. Ok. Charles? Oui. La démesure? Vous savez... Les Qatariens ont proposé quelque chose, ils ont voulu... c'est un message comme ça qu'ils ont voulu lancer au monde entier. Oui, je crois que petite nation, on peut faire des choses grandioses. Tout le monde sait depuis un moment que c'est des gens qui ont de l'argent sans fond. Regardez leurs investissements en Europe. Regardez, si vous ne... Comment comprendre que c'est là-bas qu'on dit comme ça que on interdit les ventes zones? On en profite grassement. Comment expliquer le principal club français à ce moment, je pense que c'est les Qataris qui sont derrière. Ils sponsorisent beaucoup de Barcelone et tout ça. Non, City et tout. Non, je crois que la démesure est une question de moment à mon sens. Vous savez, quand on faisait les pyramides à cette époque-là,
C'était trop grand. C'était de la démesure. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qu'ils avaient comme matériel, vous vous dites comment ces mecs sont arrivés à cette hauteur-là. Et qu'est-ce qu'ils recherchaient? Il n'y avait pas de grue à l'époque. Hein, mais il n'y avait pas de grue. Et quand on dit démesure, c'est que par rapport au profit qu'on va, à l'intérêt réel de la chose, est-il utile de le faire? On mesure aussi la démesure. Était-il utile à l'époque de faire des pyramides à cette hauteur-là? Quand vous êtes un contemporain, vous vous demandez, quand vous regardez cette pierre amoncelée-là, avec beaucoup de techniques, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Quand on mettait la tour Eiffel, c'était la démesure. C'est quoi ce type qui vient nous mettre de la ferraille à cette hauteur-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la démesure toujours. Je veux dire que au moment où on pose certains actes qui sont pensés très grands, on parle de démesure, mais souvent avec le temps, on attend encore une nouvelle démesure. C'est-à-dire que quand on s'est habitué à ce qu'on a appelé démesure à un moment donné, et qu'on réalise que sur le plan des moyens technologiques, ce n'était pas si complexe, parce que il y a un stade là à Doha qui est fait à partir de conteneurs. Vous savez, il fallait y penser. Que quelqu'un s'asseye, un architecte, il dessine un stade parce qu'il veut symboliser le port, il veut prendre du matériel de port, des conteneurs, et on vous dit après la compétition, on va le démonter. On peut le faire à plusieurs petits stades, par exemple, et les faire ailleurs. Ça, c'est de la démesure parce qu'on se dit, on fait ça seulement pour le foot. Pourquoi on fait ça seulement pour le foot alors que les gens décèdent de pauvreté, alors qu'il y a la malnutrition ici, alors que le paludisme là-bas est en train de décimer? C'est pour ça qu'on parle de démesure. Pourquoi mettre autant d'argent dans une activité ludique? Au bout de l'opération, même si on appelle ça industrie footballistique aujourd'hui, mais c'est une activité, c'est d'abord un jeu, alors qu'il y a des choses plus importantes, plus vitales pour l'humain, dans lesquelles on ne consacre pas autant de fonds. C'est pour ça qu'on parle de démesure. Et je crois que dans ce sens-là, parfois, quoi qu'on dise, on a quand même un peu raison de se poser ce type de questions. Voilà, Serge Pensy, le Qatar avait besoin de mettre autant d'argent pour... Qu'est-ce que le Qatar gagne en organisant une Coupe du Monde? Non, ils ont besoin, c'est ça l'idée des Qataris et des Émiratis, c'est ça les idées. C'est-à-dire faire mieux que tout le monde. Faire des choses mieux que tout le monde. Est-ce que vous savez que, pas aux Émirats, pas au Qatar, mais aux Émirats, à Dubaï, il y a la Tour Eiffel. Ils ont fait la Tour Eiffel. Une réplique de la Tour Eiffel à Dubaï. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'aller à Paris pour voir la Tour Eiffel. Vous allez à Dubaï, New Dubaï, et vous avez la Tour Eiffel comme celle de Paris à Dubaï. Donc ça, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils peuvent ramener tout le monde entier vers eux. Et pour ramener tout le monde entier vers eux, ils vont en Occident. Ils vont en Occident, ils regardent ce qu'on a fait en Occident et ils vous disent, je veux mieux que ce qui est fait là. Ils vous disent ça, je veux mieux que, qu'est-ce qui peut exister, qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur. Et c'est ça que je veux ici. Donc quand vous discutez avec eux, ils vont toujours vous parler de le prince Al Maktoum, le prince Saïd, le prince ici, parce que chez eux, c'est comme ça. Les princes, ils pensent, et je vais vous raconter une anecdote, Dubaï qui est un émirat aussi, Dubaï était très pauvre. Il était dirigé par un des frères, parce que c'est une famille. Et lui, il n'avait pas de pétrole, de gaz et tout ça là. Il allait voir ses frères, son frère d'Abu Dhabi pour lui dire, écoute, je veux que tu me donnes de l'argent, je veux développer Dubaï. Son frère lui demande, tu veux faire quoi? Il dit, je veux faire du tourisme, je veux faire une plateforme de tourisme et tout. Et c'est là où il est parti tout ça. Donc, il a développé Dubaï. Et les autres ont vu comment le monde entier vient vers Dubaï. Tout le monde vient vers Dubaï. Et Abu Dhabi s'est développé. Le Qatar a pris. Vous avez vu Oman, tous ces Émirats-là. Tout le monde, Al-Ain et tout, se développe et crée quoi? Des zones touristiques. Là où aujourd'hui, les Américains, les Chinois, tout le monde va aux Émirats pour découvrir ce qu'il y a là-bas. Je vous dis qu'il y a la neige là-bas. Il y a la neige. Il y a un moment où ils font couler la neige. Là-bas, au désert, ils font couler la neige. Donc, on fait du ski. C'est inimaginable. Donc, c'est ça
leur façon de voir. C'est-à-dire qu'être les meilleurs, nous avons les moyens financiers. Voir plus grand que les autres. Voilà, c'est tout. Okay. Voilà, Hermine Mailly, une Coupe du Monde qui se tient comme ça, une période où on n'a pas habitué les férus de ballon rond, hein, parce que très souvent c'est pendant l'été. Hein. Oui, je pense que tout ça fait partie également des polémiques qu'a suscité justement l'octroiement de cette compétition à ce pays-là. On s'est posé des questions pour savoir parce que justement on a pesé le pour et contre, on a mis un certain nombre de conditions en avant. On se dit mais comment est-ce qu'on fait pour jouer aujourd'hui une Coupe du Monde au Qatar? Quel est le format que l'on pourrait adopter? Qu'est-ce qui sera le mieux pour toutes les différentes nations? Et je crois que à ce niveau-là, ceux qui étaient à cette époque à l'étude ont pensé que le juste milieu voulait justement avec les mesures prises et surtout les moyens que pouvait mettre le Qatar, que l'on joua en décembre, c'est-à-dire novembre-décembre, cette période très très chaude. Il y a une chaleur extrême actuellement et c'est pour cela que vous pouvez entendre les uns et les autres parler justement de cette technologie avec ces rues qui sont pratiquement climatisées, c'est-à-dire que les conditions à la normale ne permettent pas véritablement. Mais est-ce que l'on pouvait faire autrement? Je pense que non. On dit généralement à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le Qatar, c'était une situation exceptionnelle de par déjà la superficie du pays, ses antécédents, c'est-à-dire le passé. On a évoqué tout à l'heure les différentes conditions de travail de ces petites mains là, voilà, qui ont fait ces grandes choses. Exactement. Donc il y a tout ça qui a à un moment donné qui s'est retrouvé sur la table des décideurs et ils se sont dit bon voilà, on jouera entre novembre et décembre parce que justement entre novembre et décembre on pourra mettre les moyens pour pouvoir faire en sorte que cela soit faisable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on retrouve ce format qui certainement n'est pas prolifique pour certaines nations, mais je crois qu'il y a eu un consensus au bout qui a permis, vous verrez qu'avec l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar, il y a un certain nombre de dotations dans des pays qui ont été revus. C'est-à-dire que justement, on a injecté de l'argent pour dire aux uns aux autres, on va payer le manque à gagner. C'est-à-dire les différentes cagnottes, primes de participation, primes par palier ont été revues à la hausse pour dire aux uns aux autres, oui, allons au rendez-vous du Qatar, faisons-le et on aura ceci et cela en contrepartie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, parce qu'on ne le dira jamais assez, nous on rencontre des gens au quotidien qui nous demandent, mais c'est quoi cette Coupe du Monde qui se joue justement entre eux, des différents championnats qui se jouent entre les différentes compétitions? Parce qu'il faut le dire, généralement on était habitué, Coupe du Monde, fin de saison, un mois de repos, on reprend avec nos sélections nationales, ça donne le temps maximum pour pouvoir se préparer, faire une préparation physique générale, aller en sélection, être au top de sa forme et généralement frapper à l'œil de certains recruteurs pour pouvoir justement espérer un contrat à l'extérieur. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les formats ou alors le chemin est carrément fait à l'inverse même. Mais il y a le mercato d'hiver, non? Oui, c'est un mercato. Je crois qu'il y a un spécialiste de la chose, Serge Pensé. Oui. Je me connais un peu aussi, mais c'est un mercato qui n'est pas véritablement un mercato. C'est-à-dire qu'il y a des petits verrous. Comment ça? Les gens ont directement réagi. Vous allez voir la majorité des joueurs aujourd'hui qui vont en Coupe du Monde. La majorité des joueurs, on a prolongé les contrats déjà pour éviter... Oui, on a prolongé beaucoup de joueurs là. Exactement. Contrats, et c'est pour cela que les conditions. C'est pourquoi je parle justement. Pour qu'ils ne partent pas. Pour qu'ils ne partent pas. Ils peuvent toujours partir. Parce si on rachète. Si on rachète. Oui, si on met le paquet. Si on met le paquet, mais aujourd'hui, avec, on va le dire comme ça, là, les différents clubs, combien aujourd'hui peuvent se permettre, quand on regarde de quelle manière les effectifs sont bouclés dans. Peut-être, disons-le comme ça, les meilleurs clubs des 5 meilleurs championnats du monde aujourd'hui. Je crois qu'on l'a encore vu dernièrement avec le cas de Mbappé avec le Paris Saint-Germain. On a voulu un Vous avez les chiffres? C'est exorbitant. Vous avez les chiffres? C'est quelque chose d'incroyable. Donc, vous comprenez, et c'est toujours les Qataris qui sont aux manœuvres. Voilà. Okay. Voilà. Charles, on parle, lorsqu'un joueur a terminé une saison, c'est-à-dire, restons en Europe, là. Oui, il a joué la Champions League, il a joué son championnat, disons au bas mot 35 matchs, il y a les matchs de Champions League, et il va en Coupe du Monde. Et celui-là qui
cette Coupe du Monde, après peut-être les championnats sont, je crois, la 10e. C'est combien de journée là? Pour ceux, 13, 14e journée. 13 pour ceux qui ont vite commencé, c'est-à-dire très vite. Au niveau du rendu, celui qui va en Coupe du Monde maintenant et celui qui a terminé la saison pour jouer la Coupe du Monde pendant l'été, lequel peut être plus performant? Je vous avoue que ce n'est pas simple comme question parce que il a fini sa préparation d'avant-saison. Voilà. Il a commencé sa saison. On peut considérer que la Coupe du Monde devient une partie de la saison, c'est-à-dire dans le prolongement de la saison. Maintenant, comme il y a des échéances qui arrivent, c'est-à-dire la deuxième partie de la Champions League, à laquelle les employeurs, que sont les clubs, tiennent énormément, on peut se demander, est-ce qu'il va tout donner à la Coupe du Monde? Est-ce qu'on ne va pas le brider un peu en lui disant, oui, c'est bien, avec ton pays, là-bas à la Coupe du Monde, mais vous n'allez jamais gagner la Coupe du Monde, alors économise-toi, parce que nous, on a la Champions League. Va jouer avec tes gars-là, mais vous savez très bien que vous n'allez jamais gagner la Coupe du Monde. Joue, mais ne t'expose pas. Vous parlez des joueurs africains, c'est ça? Par exemple. Mais sans te couper, Charles, par exemple, c'est peut-être le même problème que nous, on a eu avec nos différentes CAN à un certain moment. Vous vous rappelez, non? Quand il fallait justement faire le choix. Les gens estimaient que les professionnels levaient le pied. Exactement. Donc, quand on avait un joueur qui, en club, avait un poids ou alors avait le titre de cadre dans son équipe, il lui était généralement demandé en club de ne pas pouvoir justement venir à la CAN parce qu'en février, janvier, c'est généralement la phase décisive de la Ligue des Champions. Fin de championnat, soit on joue le titre, soit on joue le maintien. Et vous avez compris qu'à une certaine époque, vous vous rendez compte que Onana, en 2017, ne vient pas à la CAN au Gabon parce qu'il lui est demandé de faire un choix entre Marseille et les Lions indomptables du Cameroun. Et voyant justement que ce dernier était en train de prendre une ascendance positive sur sa carrière, il a préféré sursoir d'abord avec les Lions et se dire, aujourd'hui j'ai une position délicate dans mon club, je vais d'abord aller là-bas, essayer justement de mettre les verrous et je reviendrai après. Ça a marché pour lui, on a eu plusieurs cas comme ça. Maintenant, celui qui termine la saison, il est lessivé. C'est au moment où il doit se reposer qu'il faut préparer la Coupe du Monde. Alors, au niveau de... Clément nous le dira mieux tout à l'heure, lui qui est technicien. Au niveau de l'influx nerveux, de la reprise, de la remotivation pour la Coupe du Monde, il y aura certainement quelque chose qui va freiner un peu l'élan de certains joueurs qui ne savent pas se motiver. Parce qu'il y a un moment donné de la saison, on a envie qu'elle s'achève. Quand on a enchaîné les matchs, on se dit, vraiment, il faut que ça s'arrête un peu, que j'aille vivre avec ma famille, etc. Et puis on vous dit non. Tous les 4 ans, vous ne vivrez pas avec votre famille. Vous allez repartir sur une autre compétition, il faut pouvoir se remotiver. Mais ce que ça montre, cette périodicité-ci, c'est qu'il va falloir, si on veut faire tourner ces grandes compétitions, il va falloir qu'on accepte l'adaptation. La CAN, on y est déjà, on s'adapte. Si on peut jouer en juin, on peut. Si on ne peut pas, on ramène en février, mars. La Coupe du Monde vient de commencer ça. On va s'adapter. Si on veut qu'elle aille partout. Parce qu'on ne peut pas calquer tout le monde sur l'été occidental ou européen. Il faut qu'on sache que les climats sont divers. C'est pour ça que nous sommes une planète. Et qu'on peut ici et là. Donc il faut de la souplesse dans la programmation, dans la fixation des périodes de compétition. Il faut que tout le monde intègre ça, toutes les fédérations et toutes les confédérations. Clément Zeko, pour cette saison-ci, les gars commençaient surtout en Europe, 13 journées comme dans la plupart des championnats. Ils rentrent en Coupe du Monde. Dès qu'ils vont terminer, ce sera la Champions League, la période la plus difficile, c'est-à-dire à partir de février. Est-ce que ce ne sera pas un peu trop demandé à ces joueurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Un joueur professionnel fait entre 50 et 60 matchs par an. Et si vous comptez aujourd'hui, là, ils n'ont pas encore atteint 30. On vient de dire 13 journées. Et sur 60 moins 13, vous voyez là, le gap qu'il y a. Le problème, c'est l'impact pourra se retrouver plus tard au niveau de la Champions League quand ils vont revenir. Justement. Donc au niveau de la Coupe du Monde, le problème va se poser simplement dans la préparation. Vous voyez que les nations sont en train de partir sans véritable préparation. On venait de finir
les championnats. On a la période FIFA qui autorise la libération des joueurs venait à peine arrivé. Et de cette fin de période-là, au début de la Coupe, le temps est tellement court, ça ne donne même pas un vrai microcycle. Donc les nations vont s'adapter, vont contextualiser la préparation pour continuer en se basant sur ce que les joueurs ont eu dans le club pour faire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde se passera très bien. Mais malheureusement, s'il y a impact, ce sera plus tard parce que au niveau de la quantité, ils n'ont pas encore dépassé. Donc il n'y aura ni surentraînement, ni risque de ceci. La seule chose qui peut déranger, c'est l'environnement. Merci, madame, monsieur. Dans un instant, donc, c'est le 20h. Le 20h de JBB, Julien Berthé Bissaï, à ne manquer sous aucun prétexte.